téléspectateurs, bonjour. Très heureux de vous savoir à l'écoute de Mangozi TV. On est à Sudbury, en Ontario, au Canada. Toujours, comme d'habitude, on est avec un invité. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir à Mangozi TV. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie sincèrement de vous être disponibilisé en ce moment de congé où vous pouvez être en famille ou avec les amis, vous avez pris le temps de nous parler. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je m'appelle Melchior Bonipa, je suis né au Burundi, à Vugizo, dans le sud du pays. J'ai grandi là, j'ai fait mon école primaire à Matiazo, à l'école secondaire à Outa et la Bourassia. Et puis, vers la fin de l'école secondaire, il y a eu 72. Et puis, mais je n'ai pas fui, j'ai jamais été réfugié, mais comme tout le monde, je me sentais pas à l'aise dans le pays, je me sentais menacé, mais j'ai eu l'occasion de sortir 2 ans après 72, c'était en 74, j'ai été au Rwanda, chez les Jésuites. J'ai été au noviciat des Jésuites, 2 ans au Rwanda. Puis j'ai été faire mes études à Kinshasa, toujours avec les Jésuites. Donc 3 ans de bac en philosophie à Kinshasa. Et j'ai continué tout de suite la maîtrise, on appelle ça licence à Rome, en philosophie. Et après, il y a une étape chez les jésuites qu'on appelait expériment, c'est-à-dire une sorte de stage, c'est-à-dire on interrompt vos études pour que vous fassiez quelque chose de pratique. Pour moi, ça a été l'enseignement. À Rome toujours? Non, je suis rentré en Afrique. L'expériment, je l'ai fait à 2 endroits. Une année à Kikwit, au Congo. Au Zaïre, c'était le Zaïre à l'époque. Parce que la province, ça comprenait le Burundi, le Rwanda et le Zaïre. C'était ça la province d'Afrique centrale. Maintenant, là, c'était depuis une bonne dizaine d'années que j'étais sorti. Un peu moins. Mais je voulais vérifier si j'étais capable de vivre dans le pays. J'ai demandé d'aller pendant une année travailler au Burundi, la moitié de cet expériment-là, de ce stage. On m'a envoyé à Gitega comme enseignant de français, de philosophie, d'histoire, des choses comme ça. À l'école secondaire? Oui, à l'école Notre-Dame, au collège Notre-Dame, Gitega. Et puis, j'ai constaté que je n'étais pas capable, vraiment. C'est-à-dire, j'ai tellement eu peur pendant cette année que j'ai passée à Gitega. J'ai l'impression que physiquement, l'endroit où j'habitais, ça contribuait à ma peur parce que c'était juste à côté du grand camp militaire. Je passais juste à côté devant la garde armée qui veillait sur l'entrée du camp militaire et parfois on m'interpellait. Où est-ce que tu vas? Je dis, mais j'habite ici. Et après ça, j'ai décidé que non, c'était pas vraiment là. C'était pas pour vous? C'est pas pour moi. D'autant plus que à cette époque-là, on était effrayés. Quand on rentrait au Burundi, le passeport, on perdait le passeport. Je rentrais tous les 2 ans pour les vacances, en fait. Et là, c'était la première fois que je restais toute une année. Les vacances étaient 1 mois, 2 mois. Généralement, ça se passait bien. On me rendait mon passeport pour ressortir, partir. Mais bon, l'année que j'ai passée ne m'a pas convaincu que je pouvais rester vivre là. Et donc, je suis reparti à Rome pour le doctorat en philosophie. Et à partir de ce moment... Oui, je suis retourné une dernière fois en 1985, après mon doctorat. Là, ça a mal marché. Parce que
C'était le temps où Bagaza était en conflit ouvert et violent avec l'Église. Et je faisais partie de l'Église d'une certaine façon. Et puis les étudiants que nous étions à l'extérieur, on était libres, on disait des choses, et puis mais ça parvenait aux oreilles du gouvernement. Et donc, on n'a pas voulu me redonner mon passeport. J'ai été pendant une semaine ou deux chaque jour à la PAF. Comment la PAF, c'est quoi ça? Police de l'air, des frontières étrangères. Oui, c'est ça. Il y avait un certain Daman des études. Non, c'est pas lui. Lui, il était à la sécurité, mais c'était. J'oublie son nom. Mais de toute façon, on ne m'a pas rendu mon passeport. J'ai décidé de fuir. J'ai dit, finalement, je vais devenir réfugié. Et puis, j'ai planifié de partir. Mais avant de partir, je suis passé voir quelqu'un de très bien. Je le connaissais un tout petit peu, pas beaucoup, mais tout le monde me disait beaucoup de bien de lui. C'était l'évêque de Muyinga, Roger Mpungu. Et je suis allé lui dire, tu vois, l'évêché, c'est pas loin de la frontière. Je vais partir d'ici et je traverse la frontière. Et puis là, je vais téléphoner mes patrons à Kinshasa et leur dire que j'ai fui. Ça, vous traversez vers la Tanzanie? Oui. Ah, ok. Oui, j'étais décidé à faire ça. Et vous le faites? J'ai commencé à mettre à exécution le plan. Je suis arrivé chez Monseigneur, il m'a hébergé, j'étais avec un de ses séminaristes d'ailleurs. Et puis je lui ai expliqué ce que je comptais faire. Il m'a regardé, il a ri, il a dit, pourquoi tu ferais ça? Tu restes. Mais je sais que c'est tendu maintenant. On va te donner un emploi, tu vas être professeur au grand séminaire pendant une année, puis ça va se calmer, puis on va te donner des papiers. J'ai dit, je ne peux pas. Et puis, il a cessé de rire parce qu'il a constaté que j'avais tellement peur que la seule façon de m'aider, c'était de m'aider à partir. Et le chef du PAF s'est demandé, et en fait, je crois que son épouse, c'était la nièce de Monseigneur Roger Mpungu. Donc, ils avaient un lien de famille. Alors, il a décidé de descendre à Bujumbura. Il a pris le passeport. Il a demandé qu'on lui donne le passeport. Il est retourné à Muyinga. Il m'a dit, voilà, tu pars, mais ne reviens pas si tu n'es pas sûr de rester, de supporter l'atmosphère. Je suis parti. Je suis pas revenu pendant 21 ans. Là, vous passez toujours par la Tanzanie? Ou non. Vous retournez à Bujumbura? Non, comme il avait réussi à désenclaver mon passeport, à rattraper mon passeport, je suis redescendu à Bujumbura et puis j'ai pris mes affaires. Là, je ne partais plus comme un réfugié, je partais comme avec mes papiers. Mais je ne suis pas revenu en vacances. Ça, c'est de 1985 à 2006. C'est 21 ans. Une longue période. Je suis en... Vous retournez à Rome? Vous retournez à Rome à ce moment-là? Oui, pour le doctorat. Non. Le doctorat était fini? Non. Là, je suis allé en... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis allé à Nairobi. Je suis allé à Nairobi, j'ai passé une année à Nairobi. Puis je suis allé à Kinshasa, j'ai enseigné 2 ans à Kinshasa. Et je suis allé à Montréal après pour continuer pour commencer mes études de théologie. Mais entre-temps, quand j'étais à Nairobi, je suis entré dans le parc public. Mais bon, c'était pas... Je ne pouvais pas jouer ce jeu trop clairement. Mais j'étais en contact avec Garutu. Et ce sont des jésuites américains qui m'ont mis en contact. Je ne le connaissais pas. Et ça a causé des ennuis. Ça m'a causé des ennuis. Parce que ça on a su, les patrons, ils ont su ça, et puis parmi les patrons, il y en avait qui ne pouvaient pas supporter, notamment des collègues rwandais.
Ils ont fait pression sur moi et sur les supérieurs congolais pour me mettre à la porte. J'ai négocié parce que je n'avais pas envie, vraiment. Puis ça n'a pas fonctionné. Ils ont réussi à me mettre à la porte. Et là, j'étais à Montréal, en fait. J'ai fait une maîtrise en théologie à Montréal. Et c'est après ça que je n'ai pas réussi à m'entendre avec eux et ils m'ont mis à la porte, c'est-à-dire ils m'ont demandé de choisir. Clairement, ils ont dit, tu choisis entre les jésuites et les Hutus. Je dis, mais Dieu a déjà choisi pour moi. Et donc, ça, c'est vraiment une question qu'il ne faut pas me poser parce que... Dieu a choisi pour vous? Ben oui, je suis né, je suis ce que je suis, je ne peux pas m'en renier. Et j'ai fini mes études. Et ben, je n'étais plus chez les jésuites. Et puis après, j'ai cherché un emploi. Ça, c'était à Québec, parce que j'étais à Montréal. Je n'ai pas réussi vraiment. J'ai essayé, puis c'était compliqué parce que j'avais des profs, mes profs là, avec qui je faisais mon doctorat, qui voulaient m'aider pour que je trouve un emploi. Et je me souviens d'un qui m'a vraiment choqué. Qui m'a dit, ah, Monica, mon épouse, m'a dit que oui, il y a un emploi pour toi. Il dit, ah, ok, j'ai applaudi. Mais avant qu'il me dise de quoi il s'agissait, Oui. il m'a dit qu'il y avait une place qui se dégageait dans une garderie, que je pouvais être gardien des enfants. Je dis, j'ai pas de compétences pour cela. Et puis, je comprends pas pourquoi. Avec 2 doctorats, quelqu'un, ou presque, je n'avais pas encore le 2e doctorat, quelqu'un qui n'est pas plus formé que moi peut penser que ce qui me reviendrait, ce serait aller dans une garderie pour étudier. Je sais pas. Donc, disons, brièvement, je n'ai pas réussi à avoir un emploi qui correspond plus ou moins à mes capacités à amener. Et le premier emploi que j'ai eu, donc en 1991, oui, c'est en 91, c'était ici, à Sudbury. Je suis venu et je ne suis plus reparti parce que, bon, là où vous pouvez nourrir votre famille, là où vous vivez bien, ça devient votre patrie, Ouais. d'une certaine façon. Et puis là, j'ai enseigné pendant 30 ans. Maintenant, depuis quelques mois, depuis juillet, je suis professeur émérite, c'est-à-dire que je suis à la retraite. Voilà. Félicitations, professeur. Tout un parcours. Hein. Mais oui, c'est long, je sais. Quand vous avez posé la question, comment est-ce que je peux résumer? Non, c'est un bon résumé. Vous l'avez bien fait et c'est un parcours impressionnant et inspirant, justement, et c'est le but de l'émission. C'est justement de s'adresser à la jeunesse, et surtout la jeunesse africaine, pour parler de ces parcours. Parce que moi, je vous ai connu, vous étiez déjà professeur. Souvent, on regarde juste ça. On voit pas tout l'itinéraire qui vous a amené à son niveau. Et souvent, cet itinéraire, il est jamais facile. Ouais. Je dois dire que quand je compare mon itinéraire à celui de beaucoup d'autres, je pense que j'ai eu de la chance. Ouais. C'est-à-dire, j'ai eu un parcours très chanceux. Par exemple, beaucoup de mes congénères de mon âge, et même de mon lycée, qui étaient avec moi à l'école secondaire, à l'école primaire, ils sont devenus réfugiés. J'ai jamais été réfugié. Je leur rends hommage souvent parce que je suis écrivain aussi. Et dans mes romans, il est vraiment beaucoup question de réfugiés. En fait, à un certain moment, je dis, mais j'étais comme si j'avais vraiment vécu au Yango ou je ne sais pas dans quel camp de réfugiés en Tanzanie. Parce que mes héros, là, mes personnages principaux, ils viennent souvent de là. En fait, c'est comme si je me sentais coupable d'avoir eu plus de chance de ne pas avoir été réfugié. Ouais, mais il y a quand même des parties de votre parcours sur lesquelles je voudrais revenir. Quand
on vous met à la porte des jésuites. J'imagine la bourse aussi est coupée, ou ça doit être difficile de s'y vivre. Vous êtes à Montréal, si j'ai bien compris. La bourse est coupée, et comment vous vivez? Je me suis... Attends, comment j'ai vécu? Ça n'a pas été long. La question, c'est que ça n'a pas été très long. C'est-à-dire, je finissais ma maîtrise. Non, j'avais déjà commencé. J'avais déjà commencé le parcours du doctorat. Et quand je suis sorti de chez les jésuites, j'ai commencé à chercher un emploi assez rapidement. Et on ne m'a pas mis sur la rue tout de suite, c'est-à-dire j'ai une certaine somme à la séparation pour que je puisse survivre quelque chose comme 3 mois ou 6 mois. Et entre-temps, je me suis débrouillé pour réussir. Un peu d'argent aussi, comme j'étais doctorant, les profs, souvent, ils vous engagent comme assistant ou comme... Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que si je n'ai pas eu d'emploi au Québec, celui que j'ai eu ici, il était très bien parce que c'était chez des gens que je connais, c'était des jésuites aussi. C'est-à-dire c'était dans une université jésuite, une université de Sudbury ici. Et ceux qui étaient là, je les connaissais parce qu'ils venaient souvent à Montréal quand j'étais au début de mes études à Montréal. Et donc, je ne me suis pas retrouvé dans la misère pendant une longue période. Je me souviens, j'ai vécu à Montréal-Nord, c'est la partie la plus difficile. Parce que là, les appartements étaient un peu moins chers qu'ailleurs. Ouais. Je ne pouvais rien trouver à Côte-des-Neiges, je me trouvais à... Mais Côte-des-Neiges, vous n'êtes pas au campus, vous habitez en ville. J'habite dans une communauté des jésuites à Côte-des-Neiges, et puis je vais à l'université à pied. À l'université de Montréal, on montait un tout petit peu, et j'ai d'excellents souvenirs, et des souvenirs atroces aussi, parce que il s'est passé des choses quand j'étais vraiment là. Le meurtre des 14 jeunes ingénieurs ou étudiantes à la Polytechnique. J'étais en classe à ce moment-là. Et c'était dans le même édifice. Et on s'est rendu compte parce qu'on voyait des policiers partout quand on est sorti. Ça venait d'avoir lieu. Et j'étais là. Non, ça c'est l'une des histoires les plus tristes du Québec des dernières décennies. Oui. Je ne sais pas ce que je... Donc, on parlait du parcours et moi je voulais savoir si vous n'avez pas eu de difficultés quand on a rompu, quand on vous a mis à la porte des jésuites, parce que souvent la transition peut être difficile. Si vous voulez aborder ce sujet. Oui, il y a eu quand même beaucoup d'incertitudes les 2 premières années, disons, parce que, peut-être qu'il faut raconter brièvement comment j'ai fait. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de réseau, tu cherches un emploi. Ce que je faisais, j'écrivais des lettres de demande d'emploi. Et j'ai envoyé comme ça à tout vent, de n'importe où, dans toutes les universités. Voilà, j'ai fait telles études, etc. Et les premiers, j'ai envoyé aussi à ceux que je connaissais, à Sudbury, aux jésuites. Alors le patron, le recteur, il m'a répondu qu'il n'y avait pas d'emploi. Il m'a envoyé une lettre. Mais avant que la lettre n'arrive à Montréal-Nord, il m'a appelé. Il dit, est-ce que tu as reçu la lettre? Je dis non. Je dis, si tu reçois la lettre, ne tiens pas compte du contenu parce qu'il y a un poste qui vient de s'ouvrir. Wow. C'est-à-dire, il y avait une dame, je crois qu'elle a eu un chagrin d'amour, son chum l'a laissé et puis elle est devenue incapable de fonctionner. Et puis elle a demandé un congé de maladie. Et j'ai pris ça. Donc c'était entendu que si elle guérit et qu'elle revient, je lui cède sa place. C'était sa place. Seulement, pendant 5 ans, elle n'est pas revenue.
Et quand elle a voulu revenir, ben, j'étais déjà dans la place, je l'occupais depuis 5 ans, et ils ont dit, ben, c'était 2 ans, c'est 5 ans, puis j'ai gardé la place, malheureusement pour elle. Mais pendant ces 5 ans où j'étais dans l'incertitude, mais de nouveau, ça n'a aucune comparaison avec ce qu'ont vécu certains autres que je connais qui n'ont vraiment pas eu de chance, qui n'ont pas eu ma chance, tu vas faire le manœuvre toute ta vie avec un doctorat, c'est pas amusant. Non, c'est pas amusant. Et évidemment, comme vous le dites, vraiment c'est un parcours très chanceux, s'il faut le dire ainsi, parce que le parcours des gens qui quittent leur pays est un parcours qui est souvent très difficile, où on passe par toutes sortes de petits boulots à gauche à droite avec des gros diplômes. Entre-temps, on va revenir sur votre parcours d'écrivain. Quand est-ce que vous découvrez votre passion pour l'écriture? Ben, très tôt, à vrai dire. Très tôt, parce que à l'école, j'ai eu de très bons profs de langue de français, des Français, à Bouta, à Boulassila. Et à vrai dire, on devient écrivain parce qu'on a beaucoup lu. C'est-à-dire, il y avait des bibliothèques dans ces écoles, de bonnes bibliothèques, on pouvait lire, et on était bien encadré. Et ben, il y a des capacités aussi. C'est-à-dire, j'étais capable là, dans ce domaine et ça me passionnait. Seulement, j'aurais fait les lettres si j'avais pu choisir à l'université. Mais je n'ai pas fait d'études en lettres parce que la vie m'a orienté autrement. Tu vois, quand j'ai été chez les jésuites, ils avaient besoin d'un prof de philosophie. Et donc, ils m'ont mis sur les rails de la philosophie et ils ont poussé jusqu'au bout. Habituellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Habituellement, ils faisaient faire les autres, ils faisaient une maîtrise, par exemple. Et puis, ils changeaient pour pouvoir faire la théologie et devenir prêtre. Mais moi, c'est parce qu'ils m'ont fait faire. Et donc, au lieu de faire les lettres, j'ai fait la philosophie. Et puis, après, quand je suis devenu professeur, ben, j'ai enseigné les choses que je connais, c'est-à-dire dans le domaine des choses connexes à la philosophie, à la théologie. C'est pas les lettres, c'est assez loin des lettres. Et j'ai beaucoup publié aussi des choses académiques parce que dans le monde académique, il y a un adage en anglais, publish or perish. Si vous êtes immigrant, ça va s'appliquer à vous, mais ça s'applique très peu à beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de profs qui ne publient pas. Mais si je fais comme eux, c'est sûr. Je risque de ne pas progresser. Si je fais mieux qu'eux, j'ai beaucoup publié, vraiment. Toutes les 2 années, je publie un livre. Donc, je me suis occupé de ça. Donc, pour monter les rangs, donc, je publiais des choses uniquement académiques. Jusqu'à un certain moment, tu ne peux plus monter. Je suis devenu professeur titulaire, quel âge j'avais, je pense, 40, 45 ans, un peu moins. Et alors là, il n'y a plus personne qui est en train de te surveiller, de regarder ton dossier, est-ce qu'on lui donne son grade, est-ce qu'on augmente son salaire, tout ça c'était terminé. Je me suis senti complètement libre. Et donc je pouvais reprendre ma passion d'enfance, de jeunesse, disons, faire ce que j'aimais, ce qui me tentait le plus, donc écrire de la fiction. Ça m'a beaucoup servi parce que les choses que j'écrivais avant, ouais, ça, il fallait que je le dise aussi. Mais mes écrits académiques, ça porte exclusivement, presque, sur la politique. Donc, c'est sur la situation au Burundi, en Afrique des Grands Lacs ou en Afrique, mais vraiment sur la politique.
Et j'ai eu aussi de la chance sur ce point parce qu'on aurait pu me dire, tu publies, mais tu ne publies pas dans le domaine de ton enseignement ou dans le domaine de ta formation. Je ne suis pas en train de publier des livres philosophiques ou théologiques, mais sur l'histoire politique du pays ou de la région, etc. Et là, ils ont respecté ce qu'on appelle la liberté académique. C'est-à-dire, l'important, c'est de publier, mais j'ai publié sur l'Afrique parce que j'ai dit, pour publier des livres en philosophie, ou sur le Canada, ou sur l'Europe, je ne sais pas. Je dis ça à d'autres, et il y en aura. Mais sur l'Afrique, si nous ne disons pas ce qui nous arrive à nous, ce sont les autres qui vont le dire. Et généralement, ils vont le dire contre nous. Donc, il faut prendre ce créneau et l'occuper. C'est une mission. Maintenant, quand je suis devenu libre de publier autre chose que des trucs académiques, parce que, tu vois, les livres académiques, c'est lu par qui? Par les membres de la tribu académique. Et quelques personnes qui te connaissent peut-être et qui sont capables de... Quelques curieux. Oui, qui est capable d'affronter le jargon académique. Tandis que dans la fiction, c'est monsieur et madame tout le monde qui peut lire. Et alors il se fait que toutes mes œuvres de fiction, ça parle de la même chose que les sujets de mes œuvres académiques, c'est-à-dire de la politique, des parcours d'immigrants qui sortent des camps de réfugiés, ce qu'ils deviennent, c'est toujours ça. Et ça porte, parce qu'il y a plus de gens qui lisent ça. Dès que j'ai publié mon premier, mon deuxième roman, je marchais sur la rue, dans ma vie, à Sudbury. Je rencontrais des gens qui disaient « Ah, j'ai compris tes histoires là de Hutu et de Tutsi. J'ai jamais dit Hutu et Tutsi dans mes romans, je ne le dis même pas. Ah, maintenant je comprends parce que j'ai lu. » Ah oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui se passait dans mon pays, dans ma région, parce qu'ils ont lu mes romans. Mais ils n'ont pas lu mes livres où c'était explicitement sur ça. Parce que ce n'était pas un langage qui était adapté à eux. Oui. Combien de livres, publications à votre actif, hein, professeur? Des choses académiques, peut-être une dizaine de livres. Les romans, j'en ai déjà publié 7. Je suis en train d'essayer de produire un 8e. C'est ça. Félicitations, hein, beaucoup de travail. Mais je disais que j'ai de la chance, mais probablement qu'à un certain moment, on sent qu'il faut mériter la chance aussi. Et que, je ne sais pas comment dire ça, si Dieu, parce que c'est comme ça qu'on raisonne, les Burundais, ils sont très croyants, c'est l'histoire des talents. Tu as donné autant de chance, autant de capacités. Il faut penser que on a le devoir, qu'on a l'obligation de faire fructifier les talents qu'on a eus. On n'a pas le droit de les enterrer quelque part dans un champ, en attendant le retour du maître, c'est-à-dire la mort. Oui. Donc, je pense qu'il y avait ça. Je suppose que je suis travailleur, je pense. Mais j'ai eu les conditions qui me permettaient aussi de le faire. Ouais. Mais pour revenir un peu en arrière, votre intention c'était de devenir jésuite, prêtre? Ouais. Okay. Mais vous l'êtes jamais devenu? Non. En train de fonder une famille? Ah oui. Je me suis marié à ça. Juste après. Parce que quand vous avez vécu dans des communautés tout le temps, quand je suis sorti, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment capable de vivre tout seul? Je pensais que non. Alors je me suis marié assez rapidement. Une personne que je connaissais de Kinshasa. Et puis ça marchait.
m'a rejoint ici à Sudbury. Et on est toujours ensemble depuis 30 ans. Félicitations. Merci. Des enfants entre temps? On en a 4. Maintenant, c'est le temps des petits-enfants, évidemment. Ah, ok. Oui, Il y en a qui sont arrivés déjà ou... Les petits-enfants sont déjà là? Il y en a qui sont déjà là ou... 4. Ah, félicitations. 4. Il y a 3 du plus vieux. Il y a 1 du deuxième. Les 2 derniers sont encore à la maison. Sont encore à la maison. L'avant-dernier, il est à l'emploi, il est fonctionnaire fédéral, mais je crois que la Covid ne l'aide pas beaucoup à... C'est-à-dire, Ça ralentit les projets? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forêt où faire la chasse avec le Covid. Non, mais c'est sûr que la Covid, ça aide personne. Il y a des projets qui ralentissent. On espère que ça va vite finir, que la vie reprenne normalement, comme on dit. Mais professeur, vous avez un très très riche parcours. C'est vraiment un privilège pour nous de vous rencontrer et de pouvoir passer un message à la jeunesse africaine. Vous avez des moments qui vous viennent à l'esprit, des bons souvenirs de votre enfance au Burundi, par exemple? De mon enfance au Burundi. La chance. J'ai eu de la chance depuis le début. Parce que moi, je suis né à côté de la succursale qui est devenue paroisse. Ce qui fait que l'école primaire, je pouvais y aller à pied. Et j'étais avec des enfants qui devaient se lever la nuit pour faire 10 km ou 15 pour venir à l'école. Moi, c'était 10 minutes à pied. Et j'ai vraiment eu de la chance là aussi. Malheureusement, je suis le seul de ma famille qui est allé loin aux études. Mais ça sont j'ai eu de bons enseignants. Il y en a qui, je regarde les noms qui m'ont beaucoup influencé et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné la passion des études. Mais à l'école secondaire, c'est surtout Bourasira. Parce que, curieusement, je rencontre beaucoup de gens qui parlent de leur séjour à l'internat, à l'école secondaire, de façon amère. Mais à Bourasira, on était bien nourris. En 72, on a été bien protégés, même si on a perdu quelques-uns. On se sentait vraiment protégés. Et j'ai d'excellents souvenirs, même si 72, c'est atroce pour tout le monde. J'étais là, mais j'ai de très bons souvenirs. Ça m'a préparé à devenir ce que je suis. Les bons souvenirs qu'on a de l'enfance, ce sont les amis qu'on garde. Il y en a quelques-uns, 1 ou 2 avec lesquels vous avez été à l'école primaire et qui restent comme plus qu'un frère, parce qu'un frère, tu n'as même pas le choix. Mais de vrais amis qui datent de cette époque-là, j'en ai quelques-uns. Vous gardez contact avec eux? Mais oui, j'ai dit que pendant 21 ans, je n'ai pas mis les pieds au Burundi. En fait, c'est pas seulement parce que j'avais peur de retomber dans la situation mais c'est que quand je suis sorti de ce piège-là, du Burundi, et puis de la congrégation des jésuites aussi, là aussi je me suis senti libre de parler, de dire ce que je pense de ce qui se passe chez nous. Et je dis libre, mais je me suis senti obligé. J'avais des amis qui se trouvaient au Burundi ou dans les environs qui ne pouvaient pas parler. Parce que s'ils parlaient, eux, ils allaient perdre leur tête, on allait les ignorer. Mais moi, je me trouvais dans un pays libre. Et je ne risquais pas, comme je n'avais pas de projet de retourner au Burundi, à un certain moment, j'étais convaincu que je n'y mettrais plus jamais les pieds. Donc, 2005, quand la situation a changé, c'est venu comme une surprise pour moi. J'avais déjà décidé que dans ma vie, ça va se passer à l'extérieur, je ne retournerai pas, parce que je ne voyais pas comment la situation pouvait changer.
Mais ça, curieusement, paradoxalement, ça me rendait complètement libre. Donc je disais, j'écrivais tout ce que je pensais. Je témoignais, je contestais. J'étais dans le Palipé-Auto pendant tout un temps. Après, je me suis libéré du Palipé-Auto aussi parce que je voyais qu'il y a certaines choses où il n'avançait pas. Notamment quand Dada a émergé. Je crois que le Palipé-Auto est resté un peu en arrière parce que idéologiquement, on s'enferme facilement dans les dogmes. Mais cette conviction que je suis à l'extérieur, je suis en sécurité, je suis libre et que donc ça me donne des devoirs. Je suis dans une position où j'ai une parole qui porte. Je peux dire des choses et ces choses peuvent être entendues. Donc j'ai pris ça à cœur et puis jusqu'à ce que j'ai freiné après, parce que après, s'il y a des gens qui veulent défendre leur position ou leur politique et qui n'ont pas l'épée de Damoclès sur leur tête, ben, qui peuvent, c'est-à-dire, je sens que si je ne dis pas des choses, mais il y en a d'autres qui devront les dire, qui sont en position de les dire. Donc, je sens, ça me repose un tout petit peu. Comme ça, vous profitez de votre retraite bien méritée. Mais dites-moi, professeur, ça doit quand même être atroce quand vous dites je mets la croix sur mon pays d'enfance, mon pays natal, non? Vous dites je n'y mettrai plus mes pieds, ça doit être une décision difficile à prendre, ça doit être atroce, ça doit faire mal au cœur, non? La chose qui me faisait le plus mal, c'est de penser que peut-être je ne reverrai plus jamais ma mère, les membres de ma famille, mais surtout maman. Et je crois que je suis pessimiste de nature. Donc cette conviction me venait du fait que la situation est tellement mauvaise, tellement pourrie, qu'on va prendre une génération ou deux pour surmonter cela. Mais pour surmonter cela, il faut que chaque génération fasse sa part. C'est ce que j'essaie de faire. Et puis, les miracles existent aussi. Tout à fait par hasard, les choses ont changé plus rapidement que ce que je pensais. Mais en vieillissant, c'est ce que je constate. Donc, mais le pessimisme, ça aide aussi. C'est-à-dire, si les choses changent, ça ne peut pas être pire que ce que tu avais pensé. Ça peut être mieux que ce que tu avais pensé. Donc, ça peut être mieux. Oui. Oui. Non, mais c'est sûr que... Mais est-ce que votre maman, vous l'avez revue? Oui, je l'ai revue. Je crois qu'elle m'a invité aussi. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est elle qui me disait de ne pas mettre les pieds. Parce que tu as toujours la tentation. Elle dit, si j'essayais, si. Elle me disait, non, j'ai pas de fusil pour te défendre. Tu restes là où tu es. Et il y a un proverbe, c'est-à-dire, vous savez, tu vas rester en hasard. C'est-à-dire, je m'excuse, si vous faites beaucoup d'enfants, il faudrait qu'ils se dispersent, parce que si le malheur frappe, il y en aura un qui sera plus loin que là où tombe le malheur. Et c'était mon cas. Elle dit, non, tu restes là. Parce que si on nous tue, on va tuer ceux qui sont ici. Il va en rester au moins. Et c'est vous? C'était moi. Combien de frères et sœurs, hein, professeur? J'ai 3 frères maintenant. J'avais 2 sœurs, une est morte. Puis, maintenant, une foule de neveux là, c'est les frères 10. Tu connais même pas les noms des neveux parce qu'ils sont trop nombreux. Oui, c'est quand même toute une chance de les avoir. Professeur, vous parlez beaucoup de l'Afrique, dans vos réflexions, dans vos écrits. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de l'Afrique, enfin, surtout dans une perspective, dans un angle de la jeunesse? Que pensez-vous que la jeunesse africaine devrait faire ou devrait entreprendre pour
Vous avez dit que chaque génération doit faire sa part, disons. Que pensez-vous que les plus jeunes devraient faire pour améliorer la situation, pas seulement du Burundi, mais c'est la même chose un peu partout en Afrique. Je crois que il y a une mentalité qui date de la colonisation. Moi, je ne suis pas de ceux qui mettent sur le dos de la colonisation tout ce qui nous arrive comme si nous étions complètement irresponsables. Mais l'idée que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est assis derrière une table et qui a un crâne. Cette idée, c'est une maladie. C'est une maladie parce que ça freine et ça paralyse beaucoup. Donc ça ne permet pas l'initiative. Maintenant, je crois qu'au Burundi, comme dans beaucoup de pays africains, on est en train de produire une quantité effroyable de chômeurs diplômés. Et maintenant, il faut que je sois optimiste. J'ai dit que je suis très pessimiste. J'ai l'impression que la situation va être bloquée à un certain moment. Et tout le monde se rendra compte que c'est bloqué. Et que son modèle de pensée, c'est cette idée que chacun peut être derrière une table pour être, je ne sais pas, un emploi intellectuel. À un certain moment, tout le monde se rendra compte que ça ne fonctionne pas. Et probablement c'est Nietzsche qui appelait ça l'irruption de l'esprit va arriver. C'est-à-dire on va se rendre compte que si on reste comme ça, on meurt. Et donc chacun va essayer de prendre l'initiative, de se débrouiller tout seul sans attendre que l'État nous paye le salaire qui doit nous faire vivre. Donc ça va arriver, c'est déjà en train d'arriver parce que si vous regardez un pays comme le Nigeria, je ne sais pas, dans 50 ans, dans 100 ans, ça sera la troisième puissance démographique du monde. Après l'Inde, j'imagine, et la Chine. La Chine qui sera la deuxième déjà. Et si on regarde ce qui se passe dans ce pays, cet immense pays, on entend parler seulement de la guerre entre les musulmans du Nord et les chrétiens du Sud, le djihadisme, etc., etc. Mais des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas que c'est devenu la troisième puissance cinématographique, par exemple, du monde. Après Hollywood et Bollywood, vous avez Hollywood. Donc il y a des choses qui sont... Les choses qui changent, souvent, c'est souterrain, vous ne les voyez pas. Dans les choses que j'écris, j'ai toujours souhaité une fédération est-africaine. Quand elle a commencé, je n'ai pas vu ça. Je me suis rendu compte que c'est déjà en marche, alors que moi, j'étais encore en train de souhaiter ça. Donc, la communauté est-africaine, c'est quelque chose qui ressemble à ce que je défends depuis longtemps. La fédération de Kilimanjaro, j'appelais ça comme ça. Et je n'ai pas fait attention pendant que j'étais en train de... C'était dans la réflexion, dans les réflexions. Alors que c'était déjà en train de se faire. Et quand je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte en 2000, quand je suis rentré au Burundi, 2 fois ou la 3e fois, et je cherche ma cousine, je voulais la voir. On m'a dit, elle est à Dar es Salaam. À Dar es Salaam? Oui. Comment elle est partie? Elle a pris le bus. Ah. On peut prendre le bus, aller à Dar es Salaam et revenir. À mon époque, ce n'était pas possible. D'abord, il fallait des visas, etc. Et ça prenait du temps. Et puis, y aller librement à partir du Burundi, si tu es d'une certaine ethnie, ce n'était pas possible, simplement. C'est-à-dire, on ne laissait pas partir. Tu prends le bus, tout à fait normalement. Donc, tu vois, c'est l'union est-africaine était en marche avant que je le sache. De nouveau, mon pessimisme là, a été battu. Et je souhaite qu'il soit battu dans plusieurs autres domaines. Encore et encore. Oui. Mais justement, de toute façon, professeur, vous avez un très riche parcours, que ce soit sur le plan personnel, que sur le plan professionnel.
Et c'est un parcours qui laisse des enseignements. Si on doit résumer ce qu'est ce parcours, votre parcours depuis votre Burundi natal, ici Sudbury, au nord de l'Ontario, au Canada, toutes ces années, qu'est-ce que vous aurez appris de cette vie et que vous voudriez partager à la jeunesse africaine, professeur? Je pense que c'est d'abord l'humilité. Je crois que tous les dons que j'ai, c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai reçus. Ça, c'est une première chose. Et je crois que quand on est conscient de ça, on cesse de vouloir avoir du tout cuit. Quand on comprend que, bon, c'est un investissement de la vie. La vie a investi en moi et je dois rendre à la vie ce qu'elle a investi en moi. Ou Dieu, ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être mon peuple, parce que je suis ici, mais le Canada ne m'a pas formé. Au Canada, j'ai fait le dernier parcours, mais j'avais déjà un doctorat. L'école primaire, le début, qui a payé ça? Où est-ce que j'ai reçu ça? Dans mon pays. C'est mon peuple. Et donc, moi, je pense que l'amour du pays, ça, c'est quelque chose qui devrait motiver beaucoup la jeunesse. Bien évidemment, lorsque vous êtes vous-même dans la misère, ça devient très théorique d'aimer le pays, aimer son pays, etc., etc. Mais quand on est en mesure de réfléchir et de se rendre compte d'où l'on vient, je pense que c'est très important d'aimer son pays, d'aimer sa région, d'aimer son peuple. Et je pense aussi, mais ça, d'autres l'ont fait plus que moi, je pense qu'il y a des causes qui doivent être défendues. Et il y a des gens qui mettent leur vie en jeu pour défendre ce genre de causes, c'est-à-dire ce genre d'idéaux. C'est ce que j'avais vu en Gahutu. Gahutu, bon, pendant que je le suivais et pendant que je le conseillais, au Burundi, on le considérait comme un diable. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de mettre sa vie en jeu pour le pays et qui est mort pour ça. On l'a tué parce que il n'acceptait pas d'être corrompu. Il voulait la justice, point. Jusqu'au bout. Et la façon dont il a vu les choses et qu'on critiquait, c'est exactement la façon qui a aidé le pays à sortir de ces désastres, de ces impasses. Reconnaître qu'il y a des Hutus, qu'il y a des Tutsis, et sortir de cette négation hypocrite en disant il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsis, donc nous sommes des Barundi. Ah, vous êtes des Barundi, mais quand il s'agit de tuer des gens, vous savez discriminer et trouver ce que vous devez tuer. S'il y a des postes à distribuer, vous savez trouver ceux à qui vous devez les donner. Donc c'est un mensonge. Maintenant, ça a émigré vers le nord, évidemment, ce type de mensonge. Mais le fait que Gahutu ait insisté sur le fait que je suis Hutu, pas les plus Hutu, c'est affreux. On a essayé de démoniser cette attitude, mais sans cela, on ne serait pas sorti du bois. Maintenant, toutes les acrobaties qu'on essaie de faire pour que les ethnies soient bien représentées, c'est parce qu'on a fini par admettre que il y a quelque chose qui ressemble à des... On peut dire que c'est théorique, mais dans la pratique, quand on regarde la discrimination à l'emploi, quand on regarde ceux qui se font massacrer, ceux qui se font mettre dans des camps comment on appelait ça, de regroupés. On ne mettait pas n'importe qui là. On discrimine et c'est clair que c'est un mensonge de dire qu'il n'y a pas de différence. Maintenant qu'on a reconnu on peut jouer, jongler et essayer de négocier la coexistence pacifique. Mais parce qu'à la base, on a reconnu quels sont les problèmes. Mais pour que cela arrive, il y a des gens qui sont... Je parlais de Gahutu, mais il faut parler de Ndadaye.
D'ailleurs, quand il est devenu, je crois que c'est l'un des jours les plus difficiles pour moi, c'est quand il a été élu président. Pas quand il est mort. Quand il a été élu président, j'avais un compatriote qui était venu me voir et voir mon fils à ce moment-là. Et je crois que j'ai ouvert une bouteille de champagne pour la première fois. Mais en même temps, le cœur n'y était pas parce que j'avais déjà écrit, avant 1 année ou 2 ans avant, que les Hutus ne peuvent pas avoir le pouvoir. Si il arrivait qu'on permette des élections libres, sans la force du fusil, les Hutus vont élire un Hutu à la présidence. C'est mathématique. Mais il ne pourra pas gouverner parce qu'il n'a pas la force pour gouverner. Il ne sera pas protégé. Et ce que j'avais écrit dans Hutu Tutsi-toi pour une société sans caste de Burundi, c'est exactement ce qui est arrivé. Il a été élu, il ne pouvait pas se défendre, on l'a tué comme un mouton. Et Professeur, tout le monde vous reconnaît votre franc-parler. De nouveau, c'est parce que je n'ai rien à perdre pour le moment. Je ne me suis jamais mise en danger en parlant comme ça. C'est que j'avais déjà les arrières assurés d'une certaine façon. Mais le seul danger que je courais à une certaine époque, c'est l'impossibilité de rentrer saluer mes parents, de rentrer saluer ma mère. On reconnaît aussi le fait que malgré tous vos engagements, toutes vos réflexions, vous n'avez pas de haine pour personne. Non, ça ne sauve rien, la haine, en fait. Je crois que... je vais vous raconter l'histoire quand j'ai été coincé au Burundi, comment j'en suis sorti. Mais c'était vrai que c'est un Tutsi qui m'a sorti, c'est un Boganois qui m'a sorti de l'impasse. Donc, dans n'importe quelle situation, il y a des justes. Les justes des nations, on entend ça souvent. J'avais une intention d'écrire un livre comme ça, mais je ne crois pas que j'aurai le temps. Je pense que j'ai un peu peur de faire ça. Mais il y a, dans toutes les situations, vous allez trouver des gens qui transcendent les divisions, les petitesses, parce que la haine, c'est la petitesse, et qui représentent vraiment l'humanité, comme c'était dit. Tout le monde en parlait, parce qu'il a essayé de sauver le plus de tout qu'il pouvait. Et ça le mettait en danger. Parce que les autres autour de lui le regardaient faire et puis n'aimaient pas du tout ce qu'il faisait. Donc, je crois qu'il faut que ce genre de personnes qui vivent héroïquement la vertu, il faut que ces personnes nous inspirent. Donc, celui-là, il m'inspire, c'est certain. Quand je suis rentré au Burundi pour la première fois, il n'était plus évêque, il avait déjà donné son poste à d'autres, à des Hutus notamment, c'était clair, et il y insistait. Je voulais aller le remercier parce qu'il était devenu prêtre, simple prêtre dans une paroisse, là, loin de... Il a entendu que je suis venu, et c'est lui qui est venu me voir à l'évêché. Donc, c'est pas un ami. Il faut trouver un autre terme. C'est quelqu'un qui... C'est un aîné, c'est un éveilleur, c'est un veilleur, c'est quelqu'un qui vous dépasse, qui mérite d'être suivi. Donc c'est pas mon copain, c'est pas... C'est injuste. Oui. Dire que dans tous les groupes sociaux, il y a des bons et des mauvais. Oui. Il y a des gens qui parviennent à accepter la vérité. En fait, l'histoire, c'est souvent ce qu'on appelle des mauvais, c'est des gens qui sont dans l'erreur. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de supporter la vérité. Souvent, les bons sont des gens qui sont capables de voir la vérité et de reconnaître la vérité. De l'affronter de quel? Oui. Très bien. Professeur, je vais vous remercier très très sincèrement. Vos propos sont très inspirants. Merci. Merci de nous avoir accordé du temps
J'espère que vos enseignements vont nous servir, à toutes les personnes qui vont suivre cette entrevue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'attendre le micro, parce que ça aussi c'est une chance, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer, c'est un cadeau que je reçois. Donc merci aussi à vous. Oui, ça a été un grand cadeau pour nous aussi d'accepter de nous accorder ce temps. Merci, vraiment, merci beaucoup. Okay. Et je vous souhaite une très bonne année 2022. Ok, merci. Qui va continuer à écrire beaucoup et à nous enseigner.